Alors donc, notre prochain invité œuvre dans le transport depuis plus de 14 ans. Commencé conductrice d'autobus scolaire, ensuite formatrice, répartitrice dans un transporteur. Madame Annie Tétrault détient aussi un bac à l'enseignement professionnel, la formation métier unique. Puis depuis 2009, Madame Tétrault enseigne au centre de formation routier de Saint-Jérôme le métier unique aux chauffeurs d'autobus. Alors, on a vraiment quelqu'un de concret qui va pouvoir nous expliquer, démystifier la formation en lien avec la conduite d'autobus scolaire. Alors, merci beaucoup. Bien, merci, Jonathan. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bien, bon après-midi, tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Le but de la formation, mon mandat a été de venir vous expliquer que des conducteurs d'autobus scolaires, ils sont obligés de venir suivre des formations au CFTR ou au CFTC. On est les deux centres jumeaux. Le CFTC fait partie de l'Est du Québec et moi, je fais partie du CFTR qui est dans l'Ouest du Québec, donc on est situé à Saint-Jérôme. Tout conducteur d'autobus scolaire doit suivre des formations. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de venir vous expliquer c'est quoi qu'on leur transmet, c'est quoi qu'on leur donne comme outil. Donc, je m'en viens partager ça avec vous. Et le but, en même temps, c'est de vous le transmettre, mais en même temps, pour mieux aider nos conducteurs qui travaillent à tous les jours sur nos routes du Québec. D'accord? Il y a environ 10 300 autobus qui parcourent nos routes à travers le Québec. Il y a 650 000 élèves qui prennent nos autobus à tous les jours, qui héritent de ce privilège-là d'embarquer dans notre transport scolaire. Ça implique qu'il y a environ plus ou moins 15 000 conducteurs d'autobus scolaires au Québec. Donc, ces 15 000 conducteurs-là, ils doivent venir suivre une formation avec nous. Donc, chaque conducteur, quand ils sont nouveaux sur le marché, donc quand ils viennent suivre, qu'ils aillent chercher leur classe 2 pour conduire un autobus scolaire, ils ont 6 mois. Ils peuvent commencer à travailler pour un transporteur. Par contre, ils ont 6 mois pour venir suivre une formation. Cette première formation-là est d'une durée de 15 heures. Avant de vous parler de la formation, je veux qu'on parle un peu des statistiques au Québec. J'ai reculé en 1973. Vous allez me dire, c'est loin. Oui, mais je veux vous montrer des comparatifs. En 1973, il y avait 2 700 000 permis de conduire au Québec. En 2016, on est rendu à 5 500 000. On a doublé. Le nombre de véhicules, tous véhicules confondus, 2 300 000 en 1973. En 2016, 6 500 000. En 1973, il y a eu 2 209 décès sur nos routes, tandis qu'en 2016, on en a eu 359. On va dire qu'il y en a 359 de trop, effectivement. Mais si on compare le nombre de permis de conduire supplémentaires, le nombre de véhicules supplémentaires qu'il y a sur nos routes, on a quand même un bilan routier qui s'est amélioré avec les années. Ici, on voit un diagramme qui montre les accidents mettant en cause un autobus scolaire. J'ai rapatrié de 1978 à 1991. Il y a eu 1799 blessés qui ont impliqué un autobus scolaire. 195 blessés graves et 53 décès dans cette période, qui fait une moyenne environ de 4 par année. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs décès, il y a eu plusieurs enquêtes de coroner, et avec ces années-là, le gouvernement, donc le ministère du Transport du Québec, à un moment donné, a décidé on va mettre des formations obligatoires pour les conducteurs. Ils ont rajouté aussi des systèmes de sécurité autour du véhicule pour améliorer la sécurité de nos jeunes.
En 92-93, il y a eu 5 décès en 92, mais 0 en 93. Et suite à ça, tout de suite après, donc en 93, est arrivé le cours métier unique qu'on appelle le cours de base. Et celui-ci, c'est le cours, c'est ça que je voulais dire, le cours de base. Donc, comment ça fonctionne? C'est le ministère du Transport qui a décidé de dire, OK, les conducteurs d'autobus doivent avoir cette formation-ci. Et depuis, le CFTR et le CFTC, nous sommes mandatés pour élaborer le contenu et l'élaborer et le dispenser. On est les seuls centres au Québec qui peut donner cette formation-là et donner les cartes de compétences en lien avec ce contenu-là. D'après vous, une petite question pour vous. À quel moment, pendant le transport scolaire, y a-t-il le plus de danger pour les passagers? Lorsqu'on débarque? Effectivement. C'est quoi la catégorie d'âge aussi, généralement, qui sont plus à risque? Les tout petits. On a de la misère à les voir. Je ne sais pas s'il y en a encore dans vos commissions scolaires, que c'est les transports urbains qui font les circuits scolaires. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Est-ce que vous pensez que ces conducteurs-là qui conduisent ce genre de véhicule-là sont obligés de suivre la formation dont je suis en train de vous parler? Non. La formation est dédiée seulement aux conducteurs d'autobus scolaires qui ont le panneau d'arrêt, les feux rouges intermittents. Donc, eux, ils ne sont pas obligés de suivre cette formation-ci. La formation de base, on commence par mes passagers et moi. Puis dans ce contenu-là, on va parler du conducteur, le profil d'un bon conducteur. Comment il devrait être le conducteur à bord du véhicule? Il ne faudrait pas qu'il soit agressif, on s'entend. Donc, on doit bien les accueillir. Les sensibiliser aussi aux facteurs de comportement d'un enfant, que ce soit, vous savez, hein, quand il y a une tempête de neige, les enfants sont excités, la fin des classes, Noël, mais c'est toutes des choses aussi. Aussi, les sensibiliser qu'il y a un conducteur à bord du véhicule, puis il peut y avoir jusqu'à 70 enfants à bord du véhicule. Puis pour la même gang qu'il y a dans cet autobus-là, mais à l'école, il y a au moins, ils sont séparés en 3 classes. Puis en plus d'être seul à bord du véhicule, il doit s'assurer de la sécurité des piétons autour du véhicule, de la circulation, le code de sécurité routière, etc. Ils ont énormément de responsabilités lorsqu'ils conduisent un véhicule. Les 5 mots-clés. On s'entend que ce cours-là, il est vraiment dédié à des nouveaux conducteurs. Fait qu'on veut bien les préparer avant de faire ce métier-là. Et ce qu'on leur suggère, la clarté. C'est un mot-clé qui est dans le contenu. Et ça veut dire quoi? C'est qu'avant de commencer un circuit scolaire, avant de commencer l'année scolaire, le conducteur doit établir ses propres règles dans l'autobus. Il doit les définir. Ils doivent être positifs aussi. On s'entend qu'un enfant, quand on fait du négatif, on n'a pas beaucoup de bons résultats. Si on dit parler doucement au lieu de ne pas crier, on a plus de chances que l'élève respecte notre règle. De prendre le temps de les expliquer à la première journée. Ils doivent, quand ils arrivent la première journée à leur école, de prendre du temps avec eux pour leur expliquer les règles de son autobus, de leur expliquer qu'il y a seulement un seul maître à bord du véhicule et c'est lui. D'établir des conséquences aussi. Pour chaque règle, il doit mentionner à ses élèves, voici les conséquences si vous n'écoutez pas. Ils doivent être réalistes, naturellement. Ils ne peuvent pas dire que si tu ne les écoutes pas, je te laisse sur le bord du chemin. Donc, ils doivent dire, voici la conséquence.
et de les respecter. La collaboration. Il faut rassurer le conducteur qui n'est pas seul en arrière du véhicule, qu'il y a un monde autour de lui. Et il y a les intervenants de la route qui est avec lui, les parents, les passagers, les enseignants et les surveillants, les transporteurs, les écoles et directions et les responsables des commissions scolaires. Tout ce beau monde-là, le conducteur doit sentir que toutes ces personnes-là, tous ces intervenants-là sont là autour de lui. Parce que souvent, je peux vous dire qu'un conducteur se sent seul, se sent démuni des fois en arrière du volant, dans des situations quelconques qui peuvent se passer. La constance. Appliquer les règles à tous les jours. À tous les jours, il faut que le conducteur applique ces règles-là dès la première journée s'il le faut. Et la communication, savoir bien s'exprimer les faits aux élèves. Le respect attire le respect. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on essaie de dire au conducteur, comment tu aimerais te faire parler? Parle de la même façon aux élèves. Ne sac pas après les élèves. Le respect attire le respect. Puis si on prend beaucoup de temps là-dessus, c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois, un conducteur peut s'emporter, mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. De toute façon, ça fait juste empirer, ça fait le iceberg. Le conducteur doit prendre aussi le temps d'écouter l'élève. On s'entend que le conducteur, des fois, il fait juste se lever les yeux, puis il voit juste une partie de l'événement qui vient de se passer, mais il n'y a pas tout l'événement. Donc, il doit prendre le temps de l'écouter, cet élève-là. Est-ce que vous connaissez le sablier? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ne répondez pas tous en même temps. OK, je ne l'avais pas vu comme ça. Je vais le mettre dans le contexte. Le sablier, dans une situation X où il y a un événement et qu'il y a les émotions qui sont embarquées. Où est-ce que je veux en venir avec mon sablier? C'est lorsqu'on vit une situation X et que les émotions sont embarquées, le conducteur peut dire des choses blessantes, des choses qui peuvent se revirer contre lui. Et aussi, l'élève peut dire des choses. Mais des fois, ne pas intervenir tout de suite, c'est une bonne chose aussi. Le conducteur, on leur dit, au lieu de dire n'importe quoi puis de mettre les deux pieds dans les plats, parce que vous le savez, hein, les parents vous appellent, c'est pas trop long. Avant de faire ça, là, va à l'école ou va-t'en chez toi et demain ou tantôt à soir, on prendra 5 minutes puis on va en discuter. Qui veut dire qu'au lieu d'être des émotions qui sont en haut, notre sable s'est écoulé puis on tombe dans le rationnel. Donc, lorsqu'on va parler avec l'élève, mais on va dire des choses plus sensées. Voici le pourquoi de mon sablier. Et ce sablier-là, je pense que c'est bon dans tout, même dans nos vies personnelles. On ne devrait jamais parler sur le moment de l'émotion. Aussi, les responsabilités d'un conducteur d'autobus, l'importance d'un sourire, ça a l'air de rien, là, mais on leur dit souvent aux conducteurs, souvent, là, c'est vous la première personne que l'enfant voit le matin. On le sait, hein? On a des vies de fous, les parents. Donc, souvent, là, c'est le conducteur qui voit en premier. Ça lui fait du bien à l'enfant d'avoir un beau sourire, de saluer les passagers. « Hey, bon matin, bonne soirée, bon week-end. As-tu passé un beau week-end? » C'est magique d'avoir une apparence soignée et d'être professionnel. Je peux vous dire qu'avec tout ça, si le conducteur met en application ce qu'on leur mentionne dans les formations, c'est là qu'ils vont savoir s'ils vont passer une belle année ou une très mauvaise année. Un autobus qui n'a pas de règles,
je peux dire que c'est l'enfer. Ils vont vivre plein de situations qui ne sont pas tout le temps le fun. Puis vous devez le savoir, vous en entendez de toutes les sortes aussi, vous autres. Mais le conducteur qui prend le temps d'établir des règles, de les appliquer, d'avoir une belle personnalité, de sourire les enfants, je peux vous dire que sa vie à lui, là, il n'y aura pas hâte que son année scolaire se termine. Parce qu'il va avoir fait de ses jeunes, de sa gang, je ne veux pas des chums, si on peut dire, sans trop, pas trop amitié, là, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Puis dans cette période-là, dans cette formation-là, il y a beaucoup de discussions avec les conducteurs. Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à travailler, puis il y en a d'autres qui attendent de suivre cette formation-là avant d'aller conduire l'autobus. Mais ça fait en sorte que ceux qui ont déjà commencé, ils parlent de leur vécu. Et à partir de là, on est capable de donner des pistes de solutions pour que leur année scolaire s'améliore. Exemple, c'est un 15 heures. Ça se donne sur 2 semaines. Donc, 2 samedis. Il y a plein de trucs qu'on donne le premier samedi. Puis là, on leur met au défi. Mettez-les donc en application pendant cette semaine. Puis, mais qu'on se revoit le samedi prochain, on va en discuter ensemble. Puis, il y en a, là, je vous dis, c'est fou déjà, juste l'amélioration qu'ils ont. Ils ont été chercher un certain respect auprès de leurs élèves. Puis déjà, ils disent, j'aime vraiment mieux ma gang, j'ai plus le goût de changer de circuit scolaire. Fait que ça a du bon. Donc, les étapes d'un avis disciplinaire, un moment donné, après toutes ces étapes-là, c'est bien beau, mais si l'élève ne comprend pas, donc on leur explique que, bien, il y a les avis disciplinaires, qu'il n'est pas tout seul et que le transporteur va envoyer l'avis à la commission scolaire pour qu'ils puissent les traiter. C'est sûr que lorsqu'on dit ça, dans notre formation, on leur dit toujours de se référer à leur transporteur parce que chaque commission scolaire, vous avez votre procédure. Donc, c'est à eux d'aller se renseigner pour faire les avis disciplinaires. Je voulais une mise en situation, puis j'aimerais savoir comment vous l'auriez traité, cette mise en situation-là. C'est la 2e journée d'école. Un élève décide de sortir un allume-feu pour barbecue, là, et une bouteille de fixatif juste derrière une jeune élève avec des beaux cheveux longs. La conductrice ne peut arrêter immédiatement l'autobus puisqu'elle est sur une route non sécuritaire. Elle est à 2 minutes de l'école. Comment la conductrice devrait-elle agir? On souhaite qu'elle n'ait pas le doigt sur l'allume-feu, hein? Non, sincèrement, comment vous auriez dû réagir en tant que conducteur? Puis là, vous me regardez peut-être, vous me dites hey, franchement, ça n'a pas d'allure. Non, non, c'est un fait vécu, c'est à moi que c'est arrivé. Je vous le dis. C'est la 2e journée, je ne les connais pas encore. Je ne les connais pas. Il y a eu un « hey ». Je ne peux pas arrêter. Je dis, là, je suis sur un boulevard, je ne peux pas me stationner. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a rien. J'étais à 2 minutes. On s'entend que j'ai fait, comme vous me dites, un « hey ». Aussitôt que je suis arrivée à l'école, j'ai arrêté mon véhicule, hein, on s'entend, là. Puis vous le savez, on est obligé tout le temps d'avoir nos clés dans nos poches aussitôt qu'on sort de notre poste de conduite. Et je suis allée voir le jeune garçon en question. J'ai dit, donne-moi vos affaires. Puis il m'a dit, non, non, non. Mauvaise réponse. Mais je n'ai pas le droit de fouiller dans son sac. Fait que j'ai été chercher la directrice de l'école et je lui ai expliqué qu'est-ce qui venait de se passer avec ce petit garçon-là. Et, mon Dieu, qui ont vite agi, la commission scolaire, il a été suspendu jusqu'à Noël du transport.
Il a été suspendu du transport jusqu'à Noël. Là, qu'est-ce qui s'est passé en arrière de tout ça? Moi, j'ai juste donné les faits. C'est ce qui s'est passé. C'est assez drôle, il faut que je vous le conte. Quand il est revenu après les fêtes, j'ai même pas eu le droit de dire « Viens t'asseoir en arrière de moi ». Il est rentré, il est allé s'asseoir. Il a été tranquille jusqu'à la fin de l'année. Mais tout ça pour dire que cette situation-là, je la comptais, je dis que je la comptais parce que je n'enseigne plus, mais je la comptais dans mes formations aux conducteurs, dire « Voici l'importance d'établir nos règles dès la première journée ». Et c'est ça que j'avais fait. La première journée, je l'avais faite. J'avais donné aussi mes conséquences. Le lendemain, quand ça s'est produit, la deuxième journée, je m'en foutais que c'était la deuxième journée puis qu'on commençait une année scolaire, mais je l'ai appliqué. Il a été suspendu, ce jeune-là. Merci à cette commission scolaire-là de m'avoir appuyé là-dedans. Ça a donné un exemple à tous les autres élèves. J'ai eu une année extraordinaire. Sincèrement, j'étais respectée. C'était « Bonjour, Madame Annie »,« Bonne soirée, Madame Annie », puis « Bon week-end, Madame Annie ». Ça a été ça tout le long de mon année. OK? Puis, à l'inverse, j'avais ce circuit-là seulement le matin. C'était une de mes collègues qui l'avait le soir. Elle, ça a été l'enfer dans son autobus. Et elle avait la même gang que moi. Puis, à un moment donné, dans ce temps-là, je n'étais pas encore répartitrice. Ma répartitrice me demande « Va donc dans le circuit pour voir comment ça va. » Aussitôt qu'ils m'ont vu arriver. « Bonjour, Madame Annie. » Ils se sont tous assis. Elle n'a jamais eu de problème tant que j'étais dans l'autobus. Donc, on met beaucoup d'emphase avec nos conducteurs sur ces règles-là, de les établir, de les respecter, d'avoir des conséquences, et ça fonctionne. Dans la formation d'un conducteur, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque conducteur d'autobus scolaire qui a une classe de véhicule lourd sur son permis de conduire, dans notre cas, on parle soit de la classe 2 ou de la classe 4B pour les minibus, sont régis par plusieurs lois et règlements. Énormément. Les heures de conduite et de repos. Donc, ils n'ont pas le droit de conduire plus de 13 heures dans une journée. Là, vous allez me dire, dans le transport scolaire, il n'y a pas de chance que ça arrive. Effectivement, il n'y a pas de chance que ça l'arrive. Après ça, la ronde de sécurité. Il y en a-tu qui savent c'est quoi la ronde de sécurité? Oui? Oui? Bien sûr. Dans le fond, les heures de conduite et de repos, oui. c'est-tu consécutif ou derrière la roue, derrière le volant, je veux dire? Ben, je vais si faire je commence à 6h30, oui. Puis je termine à 6h30, c'est 12 heures ou parce qu'il y a un trou en dedans, ça compte pas? Je vais faire un petit résumé des heures de conduite et de repos. Un conducteur ne peut pas conduire plus de 13, ne peut pas travailler plus de 14, mais tout le temps dans une plage de 16 heures. OK? Et là, c'est si je parle du registre détaillé. Il y a plusieurs registres. Il y en a 3 dans le fond. J'ai mon registre allégé, détaillé et fiche journalière. Fiche journalière, dans le transport scolaire, c'est rare qu'on va l'utiliser. C'est parce que le conducteur, il va faire un voyage puis il va aller au-delà de 160 km de son port d'attache, où il ne reviendra pas dormir à la maison. OK? Mon registre détaillé, c'est ce que je viens de dire. Il ne peut pas travailler plus de 14 heures, ni conduire plus de 13. Donc, mon 14 heures de travail, ça inclut la conduite et le travail ensemble. Mais tout le temps dans une plage maximum de 16 heures. Fait qu'il doit tout faire ça en dedans de 16. Fait que s'il commence à 6 heures le matin, il ne peut pas travailler après 22 heures. OK? Si le conducteur remplit un registre allégé, mais là, c'est un petit peu plus, c'est différent. Il ne peut pas, il doit avoir 10 heures de repos consécutifs, puis il ne peut pas, il ne peut pas travailler plus de 14 heures.
que ce soit le travail ou etc., c'est 14 heures. C'est un peu la différence. D'accord? Ça me fait plaisir. Oui? Puis ils n'ont pas le 8 heures consécutifs de repos pour la remise à zéro du poste de travail. Oui. Ça arrive une fois de temps en temps qu'ils ne peuvent pas faire la run du matin à cause de ça. Oui. Donc, on doit avoir un backup. Oui. Effectivement. Ensuite, la ronde de sécurité, mais tout conducteur, avant de mettre un véhicule lourd sur la route, doit inspecter son véhicule. Bon, c'est sûr que c'est encore plus complexe. Je ne veux pas rentrer dans le règlement complètement, mais je peux vous dire que généralement, tous les transporteurs vont exiger de leur conducteur qu'ils la fassent avant de quitter le matin. D'accord? Ce qui est bon pour 24 heures, mais les transporteurs, il y a mieux se protéger, puis ils exigent de leur conducteur qu'ils la fassent avant de quitter puis mettre le véhicule sur la route. Vous connaissez, c'est quand même des enfants qui transportent. Ensuite de ça, la politique des conducteurs de véhicules lourds. Ça, je vais y revenir à la fin. J'aimerais vraiment vous en parler un petit peu plus en profondeur de cette loi-là et tout ce qui est la réglementation en lien avec les autobus scolaires. Je vais vous faire quelques mises en situation aussi avec ça. Je vais vous faire participer. Dans cette formation-là aussi, on leur fait vivre un peu le déroulement d'une journée typique d'un conducteur d'autobus scolaire. Qui veut dire, mais c'est quoi qu'il fait en premier? Il arrive à son port d'attache, il doit faire la ronde de sécurité, il doit préparer son véhicule, remplir ses documents. Puis, pendant qu'il fait son trajet, bon, il fait vivre plein d'infractions. Puis, on lui dit, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là? Ensuite, il accroît leur connaissance en transport scolaire et c'est là que vous rentrez en jeu. Donc, est-ce qu'un conducteur d'autobus scolaire doit allumer les feux rouges intermittents et le panneau d'arrêt pour faire descendre ou monter des écoles dans une cour d'école? Dans une cour d'école? Non, j'ai entendu oui. J'ai inventé un mot. Selon la loi, la réponse est non. Parce que c'est une cour privée. Donc, les autobus n'ont pas à ouvrir leurs panneaux. Par contre, vous savez, il y en a plusieurs qui le font. Les autos, ils ont le droit de passer sur le stop, sinon il ne peut pas rien arriver. Où ce qui devrait avoir le plus de sécurité, c'est dans une cour d'école. Où ce qu'il y en a le moins, c'est là. OK? Par contre, je sais qu'il y a des commissions scolaires ou des directions d'école qui l'exigent. Ils peuvent le faire. D'accord? Mais selon la loi, je veux dire, un conducteur ne peut rien y arriver s'il les allume ou il ne les allume pas. Est-ce qu'un conducteur d'autobus scolaire doit allumer les feux rouges intermittents et le panneau d'arrêt lors d'un voyage après l'école, donc des passagers de 13 à 16 ans? Oui? Vous êtes sûr? Effectivement. Dans le fond, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les feux rouges intermittents et le panneau d'arrêt n'est pas relié au transport scolaire, est relié à l'âge des passagers qui se retrouvent à l'intérieur de l'autobus. Donc, aussitôt qu'il y a un passager de moins de 18 ans à bord du véhicule, le conducteur doit allumer le panneau d'arrêt et, pas allumer, mais ouvrir le panneau d'arrêt et allumer les feux rouges intermittents. Je peux-tu rajouter quelque chose sur la cabane à sucre hier? Non, mais sur l'autobus qui vous a amené à la cabane à sucre. Hey, je me suis mordu les lèvres hier. Il était tellement illégal. Mais je pense que c'est ma prochaine question. Savez-vous pourquoi il était illégal? Moi, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant ici, à part le Pomber Bleu en plus, que c'était un beau véhicule électrique. J'avoue que c'est la première chose que j'ai vue en tournant dans le stationnement ici hier.
Bien, dans le fond, c'est que l'autobus, il était écrit écolier en avant et en arrière. Et quand on est écrit ça, ça veut dire qu'il doit avoir obligatoirement au moins une ou un passager de moins de 18 ans. À moins que quelqu'un me disait qu'il a amené son enfant ou son petit enfant hier, là. Si un véhicule scolaire fait du transport scolaire pour une clientèle de formation générale adulte et formation professionnelle à l'intérieur, c'est considéré comme des élèves, donc Oui. c'est une responsabilité. Oui. Ils peuvent avoir 19 ans. Oui, mais il doit sûrement en avoir qui ont 16, 17 ou 18. Ben 17, mettons. Oui, mais ça reste écolier pareil. Oui. D'accord? Parce qu'on ne les entend pas nécessairement si jamais la personne pose une question. Celle de madame ici? Oui, c'est ça, je n'ai pas entendu la question. Elle me posait la question de savoir s'il y a du transport dans un centre de formation professionnelle, s'ils doivent être sur écolier ou sur spécial, et la réponse est écolier. OK? Mais j'étais contente d'entendre parler de la cabane à sucre. OK, autre question. Le conducteur d'autobus scolaire doit-il allumer les feux jaunes d'avertissement alternatifs pour faire son arrêt à une voie ferrée? Les feux jaunes d'avertissement alternatifs, c'est ceux qui sont en haut, à côté des rouges. Est-ce qu'ils doivent les allumer? Fait que oui, en tout temps. Oui, mais avec les feux de détresse, les hasards, là, les feux d'urgence, je ne sais pas comment vous les appelez. Non, je ne sais pas. Oh. Pardon? Non, je parle qui arrête à une voie ferrée, parce que tout autobus doit arrêter à une voie ferrée. Oui. Moi, je dis oui. Jamais. Je dis non. Un conducteur, lorsqu'il arrête à une voie ferrée, c'est seulement les feux de détresse qu'il doit allumer. Les feux jaunes alternatifs en haut, sa seule utilité, c'est pour informer les autres que le véhicule est à veille d'arrêter pour faire un embarquement ou un débarquement. Pardon? J'ai pas compris. Oui. Donc, dans le fond, les feux jaunes d'avertissement alternatif, ça a la même signification qu'un feu de circulation sur la route. Quand vous voyez qu'elle est jaune, ça ne veut pas dire qu'on accélère, hein? Bien, il y en a qui ont cette signification-là, mais on est supposé de ralentir et se préparer à arrêter. Donc, les feux à une voie ferrée, les conducteurs d'autobus doivent seulement allumer les feux de détresse. À quel moment le conducteur d'autobus scolaire doit-il mettre une affiche spéciale en avant et en arrière de l'autobus? On vient d'en parler quand il va à cabane à sucre. Donc, seulement lorsque tous les passagers ont 18 ans et plus. Tous les passagers. Même si vous allez, comme je reviens à cabane à sucre, là, vous êtes, je vais dire 30 adultes, puis il y en a un qui amène son petit-fils de 6 ans, c'est écolier, et là, vous utilisez il doit utiliser son panneau puis ses feux rouges intermittents. Si le conducteur, pour X raison, il y a une situation où le conducteur se fait arrêter, et c'est quoi la pénalité? Est-ce que vous avez une idée? S'il se fait arrêter? Oui, s'il se fait arrêter, puis c'est Dans spécial. ce cas-là? Ce cas-là, puis il y a un élève. Comme hier soir. Mais c'est environ 1 080 $ d'amende. Le propriétaire, le transporteur. Ah! Oui. Oui. Parce qu'il n'y a pas juste le conducteur qui Bien, doit- j'y reviens là-dessus OK. tantôt, je vais en parler. Mais ça fait environ 1000. Je ne sais pas si ça a changé, mais aux dernières nouvelles, c'était rendu 1080. Mais je ne me souviens pas si c'est 2 points ou 3 points d'inaptitude qu'aussi le conducteur a. Oui. C'est pas le bon panneau. Je vais aller un peu plus loin que ça. Vous dites, hein, ça a l'air, ça va loin, mais pas tant. Dans le sens que si l'autobus a un accident grave, là, je parle d'un gros accident, là, puis qu'il voit que c'est écolier, l'intervention ne sera pas la même. Là, on embarque les commissions scolaires, on embarque les parents.
oui, l'intervention côté policier, ambulancier, pompier, ça ne change pas. Mais tout le reste en arrière, ça va changer. Tandis que si c'est sur spécial, on sait que c'est des personnes en haut de 18 ans qui sont à l'intérieur du véhicule. D'après vous, quel autobus doit allumer les feux rouges intermittents et déployer son panneau d'arrêt dans ma mise en situation? Seulement A? Oui, c'est une ligne jaune qui veut dire que la voie va à contresens. J'ai 2 voies d'un sens, 2 voies de l'autre. Non, non, c'est des lignes. Juste celui qui débarque, celui qui doit allumer? OK, le A, on dit le A. Est-ce qu'on dit le B? Est-ce qu'on dit le C? Est-ce qu'on dit le D? Donc, le seul qui doit allumer, c'est mon A. Par contre, tous les autres doivent arrêter. Oui. Puis là, j'ai entendu, pourquoi juste le A? Je ne sais pas d'où ça vient, là. OK. Pourquoi juste le A? Selon la loi, c'est seulement les autobus qui suivent l'autre véhicule que son équipement est allumé. Si j'avais 3 autobus en arrière de l'autre, les 3 autobus doivent allumer. Par contre, si j'ai une petite auto ou une moto entre mes 2 véhicules, j'en ai plus d'autobus qui allument. Ben, à part celui qui débarque, là. Mais si on faisait le sandwich, là, tu veux dire ton premier autobus, puis ton dernier, le A, s'il y avait un autre type de véhicule en sandwich. Ici, là. Oui, OK. Là, si j'avais une moto, mettons, là, qui est entre les 2, là, il y a juste mon autobus qui débarque des jeunes qui doit allumer. Tout le reste doit seulement arrêter. Si les allument dessus pour traverser. Ben oui. Ben oui. Ça se s'entend une moto. S'il veut bien faire. Mais si on respecte la distance, c'est quand même une certaine distance, hein, pour le véhicule. Hey, vous êtes connaissante, c'est combien? Le savez-vous? 5 mètres. Exactement. Vous devez toujours arrêter à au moins 5 mètres d'un véhicule, que ce soit en arrière ou en avant aussi. Oui? Pourquoi le A? J'essaie de voir, il débarque pas dans le temps. C'est parce qu'il cache probablement la rue du premier autobus. Il avertit les autres en arrière. Il cache les panneaux du premier. Mais il fait juste allumer. Bien, il allume les rouges puis il rouvre le panneau. Exactement. Que le premier. Mais c'est pas grave s'il y a une moto, après ça, c'est plus grave. En tout cas. Mais c'est la loi. C'est ça qui est écrit dans le Code de la sécurité routière. OK? Oui. Tous les véhicules doivent être immobilisés sur les 4 voies. Oui. OK. Effectivement. Là, je vous ai mis, dans le fond, vous êtes tous en auto. Imaginons qu'on est sur un boulevard. Là, je ne connais pas le coin ici, là. Donc, mettons qu'on est sur le boulevard à 2 voies. De chaque côté, j'ai mon autobus qui fait un débarquement. C'est une ligne, donc ce n'est pas un terre-plein, donc c'est une ligne. Est-ce que tout le monde arrête? Qui a dit non? Effectivement, tout le monde doit arrêter. Tout le monde. Oui. Sur ce scénario-là, mais très, très précis. Vas-y. Je suis dans un secteur où, par exemple, en dessous de situation, il y a un McDo. Oui. Et là, j'ai 2 autobus qui s'en viennent, puis mettons que là, on s'en va vers l'est. OK? Là, j'ai 2 autobus qui s'en viennent dans les 2 voies d'en bas. Et il y a un autobus qui est dans la voie de droite, un autobus dans la voie de gauche. Donc, à gauche, c'est à côté de la ligne. Donc... comme là, ici, là? Oui, c'est ça. Mais celui qui est dans la voie de gauche dit, ben moi, je vais arrêter pour faire débarquer un élève parce que l'élève veut aller chez le McDo. Non. Mais là, moi, c'est un cas vécu, là.
C'est sûr, Les si vous m'en cheveux- parlez, c'est les- vrai. C'est ça, les cheveux m'ont fait ça, là. Les cheveux me sont venus de sa tête. Et là, l'autobus à côté de la ligne jaune, donc dans la voie de gauche, a demandé à l'autobus A, D'ouvrir ses lumières? Non? non, mais il n'était pas de se placer en oblique, mais derrière lui sur la voie de droite. Et là, de partir ses feux. T'sais. Puis là, les conducteurs sont vraiment convaincus que c'est légitime. Non. Vraiment pas. C'est ça. Appelle la police. Même, je peux vous dire, je connais pas l'article de loi par cœur, mais tout conducteur doit faire un débarquement ou un embarquement sur la chaussée de droite. Oui, ça, je l'ai vu dans l'article. En aucun temps, un conducteur doit laisser débarquer des jeunes. Puis il n'y a pas de prétexte que c'était sécuritaire parce que Non, non, l'autobus non, est non, un non. petit peu En décalé. plus, un autobus n'a pas le droit de s'arrêter pour prendre son véhicule physiquement pour bloquer la rue. Oui, ça, j'ai eu ça à l'île aux coudes. Donc, Oui, c'est ça. Il ne peut pas... Non. Non, c'est clair. il y en a, je vois, là, tu sais, ils vont vraiment dans l'intersection pour débarquer leurs jeunes. Là, ils disent, il va être en sécurité. C'est pas vrai pantoute. J'y arrive aussi avec des intersections. Bien, ça me fait plaisir. Bon, on l'a fait. Est-ce que tous les véhicules sont tenus de respecter les lumières de l'autobus? Ah, j'ai hâte de vous entendre. OK, là, oui. Là, oui. OK, je vais vous poser des questions. On se calme, on se calme. Mettons que je prends cette auto-là, puis elle tourne à droite. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le droit de continuer? Non. Si je prends mon véhicule, mon bleu en haut, est-ce qu'elle a le droit de tourner ici? As-tu le droit de continuer? Non. Et ici, mon auto, est-ce qu'elle a le droit de tourner là? Non. Mais vous êtes bon quand même. Dans le fond, toutes les autos ont le droit de continuer, à moins qu'ils s'en vont croiser mon véhicule. Ce qu'on enseigne aussi dans nos formations, puis qu'on met énormément d'emphase sur cet élément-là, lorsque le conducteur débarque ses jeunes au coin, puis que l'autobus arrête à la ligne d'arrêt comme ça, là, j'ai mis des panneaux arrêt, mais ça peut être un feu de circulation aussi. Les jeunes, ils pensent qu'ils ne connaissent pas toute la réglementation en lien avec ça. Qui veut dire qu'eux autres, ils pensent, puisque lui, il est allumé, puisque son autobus est allumé, mais il peut traverser n'importe où. C'est tellement dangereux. J'ai tellement vu des choses épouvantables, puis je me dis, je ne comprends pas qu'il n'est jamais rien arrivé. Et dans nos formations, on dit, bien là, j'ai entendu tantôt le 5 mètres de la ligne d'arrêt. On pousse énormément là-dessus. Que le conducteur doit arrêter à au moins 5 mètres de l'arrêt. C'est quoi ça fait? C'est que le jeune, quand il sort, il est obligé de marcher un peu, fait que c'est bien pénible. Il arrive au stop, puis il se sent obligé de regarder à droite et à gauche avant de traverser. Et ça l'empêche les jeunes qui vont traverser en diagonale. Aussi, ce qu'on leur dit, si vos jeunes, ils s'en vont tous de ce côté-là, l'autre bord, de ce côté-là ici, tu sais, leurs maisons là, sont toutes de ce côté-là, puis que leur circuit scolaire s'en va là, bien, passez l'intersection, dégagez de 5 mètres de l'intersection, puis faites débarquer vos jeunes là. Après, là, stop. Ça enlève de la confusion. Bien, ça enlève la confusion pour tout le monde. Autant pour les jeunes, le conducteur, puis les automobilistes autour de soi. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, hein?
Puis je crois même que dans les cours quand les gens vont chercher leur permis de conduire, même si c'était la classe 5, là, c'est toutes des choses qui devraient être montrées. Le fameux terre-plein qu'il y en a qui me parlent depuis tantôt. Donc, encore là, j'ai mon autobus ici qui fait un embarquement ou un débarquement, comme vous voulez. Donc, son panneau il est allumé et ses feux rouges aussi sont allumés. L'automobiliste, là, au bord, il doit faire quoi? Oui? Vous avez raison. Puisqu'il y a un terre-plein, les autos doivent continuer en passant. Pas qu'ils devraient, ils doivent. Donc, de prévoir que les jeunes doivent débarquer du bon côté de la rue lorsqu'il y a un terre-plein. Dans ce cas-ci, on fait quoi? Donc, j'ai un terre-plein qui est coupé. J'ai mon autobus que les feux rouges intermittents sont allumés, donc qui fait un débarquement, puis j'ai un auto qui arrive. Mon auto, elle fait quoi? Elle arrête, elle continue, elle arrête, on ne sait pas. Toutes ces réponses. Mais effectivement, c'est toutes ces réponses. Je vous explique. Dans le cas de la sécurité routière, c'est clair que lorsqu'il y a un terre-plein, les autos de l'autre côté doivent continuer. Dans ce cas-ci, dans mon exemple, ça dépend de l'interprétation de mon policier. Fait qu'un policier peut l'interpréter en disant « Non, non, tu aurais dû arrêter ». Puis il y en a un autre qui dit « Mais non, non, tu aurais dû continuer ». Est-ce que la distance entre les deux personnes a un incident? Non. Une voiture peut... non? Non. Ça peut être juste un genre de petit passage quasiment comme piétonnier, puis... Bien, c'est un passage pour piétonnier, puis il y a un piétonnier dessus, là, tout le monde doit arrêter. Mais ce n'est pas l'autobus qui va faire en sorte que... OK? C'est quoi vous feriez dans ce cas-ci pour pas qu'il y ait de confusion pour personne? Bien, soit après ou à 5 mètres. Là, c'est clair pour tout le monde. Là, j'ai vraiment un dispositif qui est surlevé, donc j'ai vraiment un terre-plein qui sépare les deux routes. Donc, il n'y a personne qui est en ambiguïté, ni les policiers, ni les automobilistes. Donc, ceux qui sont de l'autre côté doivent passer. Donc, c'est d'éviter d'être vis-à-vis de l'ouverture. Toujours. C'est vraiment ça l'objectif. Toujours. Ah, j'ai hâte de vous entendre. C'est quoi qui veut dire ce panneau-là? Approche d'une zone scolaire. Oui, mais est-ce qu'on doit rouler 30 ou 50? Mais quand vous le croisez, ce panneau-là, là, puis qu'il n'y a pas de vitesse d'inscrite, vous roulez combien? Dans le fond, lorsqu'on voit ce panneau-là, qui veut dire un début de zone scolaire, lorsqu'il n'y a pas de vitesse, vous devez rouler 50 km/h. Ce panneau-là signifie ça. Il y a des fois, vous êtes chanceux, ils l'écrivent en dessous. OK? Mais lorsqu'on fait juste voir ce panneau-là, vous devez rouler à 50 km/h du lundi au vendredi entre 7h et 17h du mois de septembre au mois de juin. Êtes-vous surpris que ça, là, on le met dans chaque cours? À chaque fois, les conducteurs font « Ah! » Puis, vous allez des fois voir le même panneau, mais ça va être écrit 30. Ils ont le droit aussi, là. Allez pas dire Annie au congrès me dit que j'avais le droit de rouler 50, ça ne marchera pas. Mais non, quand il y a un chiffre en dessous, c'est vraiment cette vitesse-ci, mais sinon, c'est 50. Je viens de vous parler de tout ce qu'ils retrouvaient dans leur premier cours de formation, tous les conducteurs. Ça a une durée de 15 heures. Oui, ma chère madame? Avant que vous aviez, j'aurais une question sur vos situations. Oui. Est-ce que c'est normal qu'un autobus débarque quelqu'un, un enfant, à la sortie d'une bretelle d'autoroute? Non. Non. C'est dangereux.
parce qu'on voit ça chez les fois, sortir d'une bretelle, puis ils débarquent là. Puis ils tournent même pas, les barres bretelles, ils débarquent ces jeunes. Non, jamais. Pour la formation de 6 heures, le code à points, fait que là, je viens de vous parler du 15 heures. Donc, tout nouveau conducteur d'autobus scolaire doit venir suivre cette formation-là, qui est sur une durée de 2 jours. Mais ils sont chanceux, à chaque 3 ans, ils doivent venir nous revoir pour faire une formation d'appoint. Et dans cette formation-là, bien là, on va parler de tout ce qui est nouveau dans la réglementation. Tout ce qu'on entend par les branches dire « vous devriez en parler ». C'est sûr que ce n'est pas le CFTR ni le CFTC qui décident des sujets dans le contenu. C'est le ministère du Transport qui envoie un sondage à des transporteurs mentionnant « c'est quoi vous aimeriez qu'on parle dans les prochains cours ». Puis avec les résultats, c'est à partir de ça qu'on développe ce contenu-là. Et c'est sûr, tout ce qui est nouveau dans les 3 dernières années, on va l'ajouter dans le contenu, tout ce qui est en lien avec les véhicules lourds. Meilleur exemple que je peux donner, dans le prochain, c'est sûr qu'on va retrouver le cellulaire au volant. C'est plus 4 points d'inaptitude, là, ça a encore changé. Donc, c'est sûr, ça, on va en parler. Ce que je comprends bien, c'est que le contenu de la formation est variable en fonction des besoins émis par les transporteurs. Mais dans le fond, un cours d'appoint, à chaque 3 ans, là, on le jette dans les poubelles et on en refait un autre. Donc, celui qui est en train de rouler présentement, il a commencé au mois d'août 2018. Il est bon jusqu'au mois de juin 2021. Au mois d'août 2021, je dois avoir un autre contenu. Fait qu'à chaque fois que les conducteurs disent « oh, ils radotent », mais c'est pas vrai qu'on radote. On jette tout, puis on recommence au complet. Fait qu'ils ont tout le temps une mise à jour, une mise à niveau sur la réglementation, et on leur donne des trucs aussi, comment agir avec les jeunes à bord du véhicule. L'autre formation que je dois vous parler, c'est la formation de berline. Donc, ça aussi, c'est une formation de 6 heures. Je ne sais pas si vous en avez dans vos commissions scolaires, des petites berlines comme ça. Cette formation-là, la façon qu'elle a été montée, il n'y a pas beaucoup de réglementation en lien avec la berline. Par contre, on doit faire beaucoup de sensibilisation auprès du conducteur, dire que ce n'est pas au passager à s'adapter au conducteur, mais bien le conducteur à s'adapter à ses passagers. Parce qu'on s'entend que c'est généralement, je vais dire généralement, parce qu'il y en a, c'est par la logistique de transport qui prennent la berline, mais il y en a beaucoup aussi, par exemple, c'est pour des cas particuliers qui embarquent à bord du véhicule. Fait que c'est vraiment les situer, dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec tel élève dans telle situation, comment je peux m'y prendre? Un des points qu'on parle, est-ce qu'on peut asseoir un élève sur notre siège avant? Oui, à condition qu'il y ait 63 cm en position assise, donc les fesses à la tête, oui, on a le droit. Par contre, ben oui, à compter du 18 avril, ça change. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Donc, jusqu'à 9 ans, puis ils doivent mesurer au moins 145 cm. Donc, les élèves qui sont susceptibles de prendre ce transport-là, bien, les élèves ayant des difficultés d'adaptation, d'apprentissage, logistique de transport, des élèves ayant une déficience physique et les élèves de la prématernelle. Donc, c'est selon les données que j'ai prises dans l'indicateur de gestion. Donc, c'est ce genre de type-là qu'on retrouve dans ces véhicules-là. J'ai une mise en situation ici. Camille est un enfant calme. Exceptionnellement, elle refuse d'attacher sa ceinture de sécurité. De plus, lorsque le conducteur approche sa main de la ceinture pour l'attacher, elle se met à crier et à se frapper sur les cuisses. On ferait quoi avec ce genre d'élève-là dans son véhicule? Mais dans le fond,
ce que je ne vous dis pas, c'est que Camille, elle doit avoir toujours une ficelle entre les mains pour qu'elle reste calme. Donc, si le conducteur a cette information-là, le conducteur n'aura pas de difficulté à attacher Camille. Fait que c'est des mises en situation comme ça qu'on fait dans cette formation-là. Puis je vous dirais qu'il y a énormément de discussions entre les conducteurs. Ils partagent des trucs qu'ils font avec les jeunes. Il y en a qui disent, bien, surtout des conducteurs d'autobus scolaires, ils disent « Ah, tous ceux qui ont des troubles de comportement devraient être dans une berline. » C'est parce que tu n'auras plus d'élèves dans ton autobus, là. Fait qu'il y a peut-être des façons de trouver des solutions avec nos jeunes. Au retour à la maison, Sébastien doit descendre du côté de la rue car Marie est assise à la droite du véhicule. Que diriez-vous au conducteur? Donc, préalablement, place tes élèves de façon de ton circuit. Ça a l'air bien niaiseux quand je vous dis ça, hein? Oui. Sans la formation, ce que leur dit, restent sur le bord de la rue, ils peuvent entrer parce qu'habituellement, les élèves de la rue, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les entrées privées. Si je leur ai dit, ils ne peuvent pas rentrer. Non, ils n'ont pas le droit. Oui, c'est dit, ils n'ont pas le droit. Pardon? Mais pour toutes sortes de raisons. Imaginons que notre berline, il y a une fuite de gaz ou une fuite d'huile. Le parent peut être contre nous autres. Il peut y avoir des plaintes à la suite de ça. Ils peuvent rester pris dans l'entrée parce qu'ils n'ont pas... La manœuvre de recul, C'est pour ça qu'il doit se stationner à l'extrême droite de la chaussée et c'est pour ça qu'il doit débarquer les jeunes du côté du trottoir. Mis à part le risque qu'ils ont là, de peut-être briser la propriété d'autrui s'ils rentrent dans la cour, je veux dire, légalement, il n'y a pas de loi qui... OK, légalement, il n'y a rien qui nous le dit, mais je vais vous dire que les transporteurs ne veulent pas. Ah, c'est pas ça que j'entends chez moi. Moi, j'ai des fois milieu rural où, là, tu sais, quand tu es sur... ils restent sur un rang, là, 90 km/h, ils rentrent dans la cour. Ben, là, c'est sécurité. Puis mes petits maternelles de 4 ans, là, faut que tu les aides à s'attacher, là. T'es arrêté sur le bord du chemin, même si dans la voie extrême droite. Ils vont rentrer dans la cour de la maison. Là, on parle de sécurité, effectivement. Ben, mais il y a rien qui, je vous dis, il n'y a rien qui est écrit dans la loi qui n'ont pas le droit. OK. OK? Je comprends. Je pensais que... Mais c'est parce qu'on disait qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans une cour privée. C'est parce que c'est ça que j'ai retenu. Non, OK. Désolée, je me... Autobus et minibus, on fait attention. On essaie de leur faire éviter ça autant qu'on peut. Ouais, des fois, il faut faire un changement de direction. Mais... OK. Pardon? Le conducteur, mettons, s'il a débarqué un élève, oui. Il débarque dans la rue. C'est dangereux quand il ouvre sa portière? Oui, mais on débarque toujours du côté du trottoir. Le conducteur. Moi, j'ai des élèves, là, des autistes, mettons, sévères, parce qu'on se le dit, là, cette clientèle-là, c'est majeur. Moi j'en ai que, justement, mettons, j'en ai un, c'est un fanatique de véhicule. Fait que lui, si on ne le tient pas, il part en courant dans le chemin parce qu'il faut qu'il touche à des voitures. Fait que lui, nous, toutes nos berlines rentrent dans les cours. Tu sais, je pense à ça, mettons. Puis tous mes conducteurs débarquent pour chacun des élèves. Oui, mais je le répète, hein, c'est pas interdit. Mais moi, je me dis, parce que je me dis, mettons, ils vont à vos rencontres, puis ils entendent quelque chose comme ça. On va surtout leur dire, référez-vous à votre transporteur. OK, c'est bon. Dans cette formation-là, il y a plusieurs types de caractéristiques de jeunes, l'épilepsie, les troubles de comportement, les déficiences intellectuelles, psychiques. On va faire un survol de tout ça. C'est sûr qu'on ne rentre pas en détail dans chaque sujet parce qu'on s'entend qu'on est des enseignants, on n'est pas des psychoéducateurs ou quoi que ce soit. Fait qu'on y va en survol. On va leur donner des trucs. Il y a des textes qui sont dans ce livre-là qu'ils peuvent lire, puis qu'il y a des trucs. C'est beaucoup de... Encore là, on parle en groupe, puis ils ont une activité à faire, ils ont des questions, puis ils doivent aller lire pour leur donner une façon de gérer ce genre d'élèves-là. Oui? C'est-tu un automatisme que tous les jeunes avec
ces caractéristiques-là, que ce soit un TSA, peu importe, doivent prendre une berline ou ils peuvent être transportés dans un autobus régulier? Adapté? Non. Généralement, c'est les commissions scolaires qui vont décider. Il n'y a pas de loi écrite. Donc, avec cette information-là, est-ce que certaines de ces caractéristiques-là sont également vues avec les conducteurs d'autobus scolaires aussi? Parce qu'il y a certains élèves qui peuvent prendre... On ose espérer sincèrement que s'il y a ce type de caractéristiques-là dans l'autobus scolaire, que ça soit vraiment très léger. Des autobus adaptés, c'est pas la même chose, là. La commission scolaire ou l'école, fasse le lien, le soutien aux conducteurs, les intervenants qui sont dans le dossier de cet élève-là, il faut accompagner le chauffeur parce que c'est du cas par cas. Même si on donne une formation, tant qu'à moi, exemple, sur nos élèves TSA, ça demeure du cas par cas parce qu'il y en a qui ne répondront pas de la même façon aux interventions. C'est sûr. Puis ce que je peux dire, que ce soit le CFTR ou le CFTC, nous offrons aussi une formation de transport adapté. Elle n'est pas obligatoire, mais on offre aussi cette formation-là. Et à la toute fin, tout conducteur obtient cette carte de compétence-là. Et cette carte-là, ce papier-là, dans le fond, doit être en tout temps dans le portefeuille du conducteur. Oui? Un conducteur d'autobus, pas de berline, d'autobus qui suit sa formation de 15 heures et qui est dû, c'est au bout de 3 ans, le renouvellement, mais qui ne l'a pas encore passé, mais sa date d'échéance est passée. Est-ce qu'il peut encore conduire? Non. Elle doit être renouvelée avant sa date. Il faut dire que le conducteur, là, il peut aller faire sa formation 6 mois avant sa date d'expiration, puis la date d'expiration ne changera pas. Donc, un coup que sa carte est expirée, si sa formation il n'a pas été, là, il était négligent, il ne peut pas conduire. Effectivement. Dans le fond, pourquoi que je vous montre cette photo-là? Vous vous souvenez de l'accident qu'on a eu aux éboulements en 97? Puis à partir de là, bien, je ne dis pas que c'est juste à cause de ça, là, loin de là, mais pas longtemps après, il y a eu la politique d'évaluation des véhicules lourds qui s'est rentrée en vigueur en 1999. Je suis sûre qu'il y a certains transporteurs qui vous en parlent, je ne peux pas, mon dossier va être touché, etc. J'aimerais vous en parler un peu, savoir un peu comment ça fonctionne. Tout propriétaire et tout exploitant, ils ont un dossier de comportement en lien avec leur véhicule. OK? Et juste pour vous dire, là, je parle pour le transport de personnes, puis j'ai fait 2 comparatifs. Vous avez une ligne que c'est le premier, c'est pour un transporteur qui a 10 véhicules et l'autre qui a une flotte de 100 véhicules dans sa compagnie. Le deuxième point, c'est accident. Donc, c'est des points qui sont attribués à la compagnie s'il y a un accident avec un de ses véhicules. Le deuxième opération, c'est tout ce qui est en lien avec le code de la sécurité routière. Et le dernier, mais c'est le total, donc le global. Ils ne savent pas compter, donc... non, dans le fond, ils ont établi que pour une compagnie qui possède 10 véhicules, ils ont droit à 12 points, un maximum de 15 points pour le cas de la sécurité routière, mais ils ne peuvent pas dépasser un total de 19 points qui sont alloués. Pour le nombre de véhicules de 100, ils ont droit à 51 points en accident, 44 en opération et 66 pour un total. Ça, ces points-là sont alloués pour 2 ans. Tu sais, comme votre permis de conduire, là, quand vous avez des points d'inaptitude d'ajouter sur votre permis, ça prend 2 ans, mais eux autres aussi. Alors, regardez, là, mettons que je prends mon 100 véhicules, ça prend au moins environ 110 conducteurs pour faire rouler sa flotte. Imaginons qu'il y a 10 conducteurs qui font un feu rouge. Mais c'est 3 points pour chaque conducteur.
ils viennent de se faire enlever 30 points d'une shot. OK? On va continuer. De 1999 à 2006, il avait décidé que c'était seulement les propriétaires exploitants qui avaient un dossier de comportement. Le conducteur, là, pas grave, peu importe ce qu'il faisait en arrière de son véhicule, lui, il n'était pas touché, à part les infractions qu'il faisait au code de la sécurité routière, comme un panneau d'arrêt ou une lumière, ou etc., qui venaient toucher son permis de conduire personnel. En 2006, ils ont décidé qu'ils modifiaient la loi pour les responsabiliser plus, pour aider les transporteurs à garder une cote. Donc, toute personne qui a une classe de véhicule lourd sur son permis de conduire a aussi un dossier professionnel. Donc, mon conducteur, son dossier personnel que vous avez tous en avant de moi, que vous avez droit, que vous n'avez pas droit à atteindre 15 points. Et à côté, dossier professionnel. Donc, eux autres aussi ont des points d'accident, donc ils ont 9 points à ne pas atteindre. Ils ont 12 points dans opération à ne pas atteindre pour une note globale de 14 points. Fait que là, eux aussi, s'ils ne respectent pas le code de la sécurité routière ou ils ont un accident, mais ils vont être touchés eux autres aussi. Mise en situation. Un conducteur se fait intercepter pour plus de passagers qu'il y a de place disponible pour les asseoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Donc, le conducteur d'un autobus décollé ne peut autoriser ni tolérer que plus de 3 élèves s'assoient sur une banquette d'un autobus d'écolier. Par contre, le conducteur d'un autobus d'écolier doit s'assurer lors d'un transport que les élèves soient assis de façon sécuritaire et que rien n'obstrue l'allée centrale. Donc, bon. Donc, l'élève qui a juste une fesse sur le banc puis qui est à côté de l'autre côté, ça ne marche pas. Ça y donne 2 points au conducteur. OK? Mais ce que ça fait, là, en haut, là, c'est mon dossier exploitant. Ça veut dire que mon dossier exploitant, dans ses opérations, là, il vient d'avoir 2 points. Fait qu'il y a 2 points d'accumuler sur son dossier, puis dans son global aussi. Mais le conducteur aussi, il y a 2 points dans ses opérations, puis un total de 2 sur 14 points. Plus l'amende, là. Okay? Il y a aussi une amende qui est en lien avec ça. Pendant le circuit scolaire, un conducteur doit faire une marche arrière sur une route de campagne. De qui, moi? Non, non, mais c'est parce que j'ai eu récemment la question où ma poignée sur une marche arrière d'un véhicule scolaire? Mais je ne suis pas en train de dire qu'un autobus n'a pas le droit de reculer, là, loin de là. Non, mais par exemple, si la marche arrière peut être dangereuse ou gênante pour la circulation, le conducteur peut être intercepté. Et c'est 3 points. OK? Fait que ça implique quoi? Bien, mon conducteur, il a un plus 3 points, fait qu'il est rendu à 5 points dans opération, dans global aussi. Puis mon transporteur aussi, c'est la même chose. Puis si vous remarquez, là, mon exploitant, là, j'ai pris celui qui a la flotte de 10 véhicules et non celui de 100. Donc, son maximum, là, c'est 19 points pour 2 ans. Puis, contrairement à nous, avec votre permis de conduire, lorsque vous avez une contravention avec votre véhicule personnel, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas le payer, vos points ne sont pas accumulés. Eux, non. Aussitôt que sont interceptés, c'est rentré dans le système, puis ils sont apparus. Après votre défense, dire si oui ou non tu es coupable. OK?
Le conducteur se fait arrêter pour avoir passé sur un feu rouge. Bien, vous autres aussi, hein, quand vous le faites avec votre auto. Pourquoi je l'ai montré aussi, celui-là? Mais là, vous voyez que le dossier personnel de mon conducteur il est impliqué. Donc, il y a 3 points d'accumulé sur son permis de conduire personnel. Et il y a 3 points d'ajouter aussi sur son dossier professionnel. Donc, il est rendu à 8 points dans l'opération et à 8 points sur sa note globale. Autant pour la conduite de véhicule lourd que pour un véhicule oui, donc il y a des infractions qui sont en lien seulement avec le véhicule lourd, puis il y en a d'autres qui sont en lien autant avec le véhicule personnel que le véhicule lourd, donc c'est les 2 dossiers qui vont être touchés. Et en plus celui du dossier de l'exploitant. Plus celui de l'exploitant. Les transporteurs? Les accidents? Ah non, OK, j'avais compris. Ils veulent avoir des constats amiables, mais non, ils ne veulent pas. Généralement, ils ne veulent pas. S'il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, on s'entend. Il ne faut pas qu'il y ait de blessés, il ne faut pas qu'il y ait de dommages en haut de 2 500 $. Sinon, vous êtes obligés. Mais ils ne veulent pas faire venir un policier puis avoir un numéro. Sinon, bien, ils peuvent avoir jusqu'à 2 points, peut-être 4, tout dépendant c'est où. Tu parles pour l'accident. Les accidents. Je veux dire, l'accident, s'il n'y a pas comment ça s'accumule les points? S'il n'y a pas de défaut mécanique, s'il n'y a rien à... Il y a une distinction, il faut faire attention. Lorsqu'il y a blessé, il faut blesser dans l'autobus. Lorsqu'il y a blessé, il y a 4 points pour le dossier de l'exploitant. S'il n'y a pas de blessé, c'est 2 points sur le rapport de police. Tout le monde est tout le temps correct. J'ai posé la question 2 fois. Les policiers sont rapides sur la gâchette pour venir cocher dans le rapport d'accident qu'il a blessé, faire des ambulances. C'est une question de sécurité, de prévention, ça c'est correct. Okay. Mais pour se protéger, eux autres aussi, il faut que quelqu'un ou les parents puissent revenir voir le policier. Donc, rapidement, ils vont aller cocher avec blessé, aussitôt qu'il y a un transport en ambulance, même si c'est préventif. C'est étrange que ça les punisse, c'est un accident. Mais oui. Est-ce que le conducteur est apte à décider si les élèves blessés ou non? Parce qu'on a des élèves qui arrivent à l'école, qui disent, ben là, j'ai un mal à la tête, puis là, alors, puis là, on pose des questions. Ah, ben là, ça reste le jugement. Oui, je comprends, là. De notre côté, c'est difficile autant pour le transporteur, puis pour les commissions scolaires qui veulent à tout prix avoir la police là, mais c'est aussi de dire dans quel contexte on ne connaît pas le conducteur et il faut d'abord qu'on pense à la sécurité des élèves. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Ben, dans le fond, moi, ce que je veux vous expliquer, c'est le pourquoi qu'ils vous demandent surtout le constat à l'amiable. Oui. C'est surtout pour, ben, c'est pour ça. Oui, c'est comprenable. C'est quoi l'intérêt profond de ça? Là? Je veux dire, blessé ou pas blessé, s'il n'y avait pas d'ennui mécanique dans le véhicule, que c'est vraiment des conditions... je veux dire, c'est un accident. Non, mais comme j'expliquais, mettons qu'il n'y a pas de blessés. Là. On n'a pas de blessés, là. Puis, OK, ils ne veulent vraiment pas faire venir les policiers. Mais c'est parce que, admettons qu'ils... Je recommence. S'ils font venir les policiers, je l'ai dit, aussitôt qu'il y a quelque chose d'écrit, les points sont accumulés tout de suite. C'est long le processus avant de dire, OK, non coupable, puis on retire. C'est ça. Ça va à l'encontre de la sécurité des élèves. Ouais. Ça incite à ne pas faire venir la police. Ça à l'encontre de la sécurité des élèves. Ben, Il y a aussi une question de bon jugement là-dedans. C'est ça, je m'en allais dire. Et lorsque c'est juste une simple approchage où il n'y a presque pas de tôle froissée, on n'a pas besoin de faire venir la police. Ça paraît qu'un constat labial, ça va aller plus rapide, ça va être mais je pense que c'est une question de gros bon sens. S'il y a un accident où il y a vraiment un impact plus important, bien, c'est sûr que la police va venir. Là. Si ce n'est pas le conducteur d'autobus qui va appeler la police, c'est quelqu'un d'autre. C'est moins un beauté qui va appeler. Puis, ils n'auront pas le choix. C'est le transporteur direct qui va avoir l'appel de son conducteur, parce que le conducteur ne prendra pas la décision par lui-même d'appeler ou de ne pas appeler la police. Il va communiquer avec son transporteur. Ça va? Je termine avec la formation de gestion de discipline. C'est tout nouveau. C'est vraiment c'est un financement qu'on a eu avec Camoroute qui va être proposé à tous les transporteurs au Québec. Cette formation-là se fait en ligne.
C'est d'une durée en tout de 3 heures. La première portion, qui est de 1h30, c'est une formation justement comment qu'un bon conducteur devrait débuter son année scolaire. Bien, comme je vous expliquais un peu tantôt, là, comment établir des règles, etc. Puis à travers la formation, il va y avoir des mises en situation avec des choix de réponse. Puis tant qu'ils n'ont pas répondu, tant qu'ils n'ont pas lu, tant qu'ils n'ont pas regardé les consignes, tant que les consignes et les conseils, ils ne peuvent pas continuer à avancer dans la formation. OK? Lorsqu'ils ont tout terminé, puis je vous dis, ça prend un maximum de 1h30. Il va y avoir des dates après ça qui vont être ouvertes. Il va y avoir un tutorat effectué avec un psychoéducateur. Et à la toute fin, ils vont être à peu près, je pense, c'est 6 candidats en tout avec un psychoéducateur, puis ils vont pouvoir discuter des problématiques ou parler, j'ai pas trop compris ça dans la formation, puis ils vont pouvoir discuter en ligne. Donc, ils vont être accompagnés pendant 1h30. Et à la toute fin de la formation, lorsqu'ils auront complété les 2 volets, ils recevront aussi une attestation mentionnant qu'ils ont fait la formation gestion de discipline. Donc, c'est tout nouveau. Il devrait avoir bientôt de la publicité. Ils parlent à peu près au mois de mai qui vont débuter. Donc, je vous invite, je fais la bonne nouvelle. Je me sers de vous autres peut-être pour en parler aux transporteurs, que ça pourrait être une bonne idée que tous les conducteurs puissent suivre cette formation-là. Ça a été développé avec quelqu'un du CFTR et du CFTC, avec un psychoéducateur aussi. Donc, il y a eu un projet pilote. Les commentaires sont excellents. Donc, je vous lance la bonne... ça va être... Le prix n'est pas encore déterminé, mais il parle de moins de 50 $ pour la formation en ligne. Par conducteur. Oui. Est-ce que ça va être offert en anglais pour les transporteurs anglophones? Pour l'instant, je ne crois pas qu'elle est de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Est-ce que je suppose que vous avez un site web où on peut aller consulter? Oui. Bien, pour ma part, c'est sur le cftr.ca. Si vous habitez dans la région plus de Québec, Charlebourg, bien, c'est cftc.ca. Comme ici au centre, on appartient à... Où vous habitez? Moi, je suis ici à la Rive-Nord, justement. Québec. C'est Charlebourg. Charlebourg, oui. Avez-vous des questions? Bien, merci. Merci beaucoup. Je suis sur le même territoire, hein, fait que tous mes chauffeurs passent par vous. Puis après la formation aujourd'hui, je vais arrêter de les déformer quand ils vont revenir aux transporteurs, particulièrement en lien avec le 5 mètres. Parce que le 5 mètres de l'arrêt, les chauffeurs chez nous, ils ne font pas 2 arrêts à l'intersection. Puis je pense que mes transporteurs ont tendance à inciter à faire les arrêts aux intersections. Puis on m'a déjà demandé, on se contredit. Mais je comprends pourquoi maintenant les élèves ils ont une distance à parcourir pour réfléchir à regarder des 2 côtés de la rue. Fait que, très bien, merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très bien. Thank you.